Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de ce journal, le Togo se dote d'un nouveau code du travail. Le projet de loi qui porte modification du texte actuel a été adopté par le Parlement. Avec 378 articles, le nouveau code entend apporter un équilibre entre intérêts des travailleurs et intérêts des employeurs. Un taux de bancarisation encore faible en République démocratique du Congo et une méfiance de la population envers les banques. Le Bankers Club, une association de professionnels du secteur, travaille à rétablir la confiance mais aussi à la fiabilité du système bancaire. Et vers l'amélioration des services de transport au Sénégal, et ce grâce à un partenariat entre la Banque nationale pour le développement économique et la société Dakar Demdik. D'importants projets ont été soumis par le directeur de la DDD. Mais tout d'abord, en Centrafrique, 3 leaders de groupes armés ont été exclus du gouvernement. Il s'agit de Maxime Mokom, un proche de l'ancien président François Bozizé, d'Ali Darassa, chef du groupe armé UPC, et de Mahamat Al-Khatim, leader du MPC. Pour rappel, ils avaient été nommés au gouvernement suite à l'accord de Khartoum. Ils viennent donc d'être relevés de leurs fonctions par le président Faustin-Archange Touadéra en raison de leur participation à une nouvelle rébellion qui menace Bangui, la capitale centrafricaine. Au Cameroun, le président Paul Biya a livré ce 31 décembre sa traditionnelle allocution à la nation. Le chef de l'État est revenu sur la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, mais il a également été question de l'organisation des élections régionales et de l'insécurité dans les régions anglophones et les Claude Bessa. Le président de la République, Paul Biya, s'est adressé aux Camerounais dans son traditionnel message de vœux à la nation. Évoquant la situation sanitaire du pays, le chef de l'État a relevé que le Cameroun n'a pas été épargné par la pandémie de la Covid-19, dont les effets se font ressentir dans tous les secteurs d'activité. Face aux défis sécuritaires que vit le Cameroun, le président Paul Biya a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le président a salué la bravoure des Camerounais des régions anglophones qui coopèrent pleinement avec les forces de l'ordre afin d'arriver à bout des sécessionnistes qui perturbent la quiétude des paisibles populations. Ils ont pris conscience que ces gens-là n'agissent pas dans l'intérêt des populations. Je voudrais également saluer ici la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui n'ont pas failli à leur devoir de protection de l'intégrité du territoire national, des personnes et des biens. Elles méritent le respect et la considération de tous. Je les encourage à persévérer et à demeurer une force républicaine respectueuse des droits humains. Pour l'année 2021, le président camerounais entend poursuivre la réalisation de son programme de développement sur les plans économiques, social et culturel, assurer la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national et consolider la démocratie à travers l'accélération du processus de décentralisation au profit de 900 conseillers régionaux. L'un des temps forts de ce discours reposait bien évidemment sur le bilan politique qui était sanctionné par des élections législatives et municipales, mais aussi des élections régionales qui viennent compléter les dispositifs prévus par le processus de décentralisation. Le seul hic que l'on puisse retenir, c'est que le président de la République, lors de ses précédents discours de fin d'année, réservait des petits cadeaux à ses concitoyens par des effets d'annonce, surtout à l'endroit de la jeunesse qui de plus en plus éprouve des difficultés d'insertion dans le monde socio-professionnel. Fortement attaché aux valeurs de paix et d'unité, le chef de l'État a exhorté le peuple à demeurer uni et déterminé afin d'atteindre un taux de croissance de 8% pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035.
Au Togo, le droit du travail s'appuiera désormais sur un nouveau code. Le texte qui était en vigueur depuis 2006 vient d'être remplacé par un projet de loi adopté par le Parlement. Un document qui comporte plusieurs nouveautés, notamment sur les typologies de contrats, mais qui surtout établit un équilibre entre les intérêts des travailleurs et des employeurs. Marie-Raphaël Tolo. Mise en place d'un nouveau code du travail. À la suite de plusieurs jours de travaux, le Parlement togolais a enchaîné avec l'adoption d'un nouveau code de travail proclamé le 29 décembre 2020. Selon Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique, du travail et du dialogue social, ce nouveau texte du Code du travail togolais marque des innovations majeures visant à garantir un équilibre judicieux entre les aspirations et les attentes des travailleurs, tout en prenant en compte les besoins des entreprises et des employeurs. On se rappelle qu'évidemment, lors des dernières élections présidentielles, on a vu que le Front social est en ébullition au Togo, avec les revendications posées essentiellement par les syndicats et les organisations corporatives. Le Togo a donc besoin, à l'image de nombreux pays africains, de nouvelles réglementations résistant à la collaboration entre les employeurs et les employés. Soulignons que les chocs, les risques et les crises font en outre partie intégrante du quotidien dans le secteur informel au Togo, ce qui non seulement contraint les travailleurs à réorienter leurs ressources vers la réparation des préjudices qui en résultent, mais aussi réduit leur capacité productive. Cette situation est sans doute la cause des constats faits par la Fédération des travailleurs de bois et de la construction qui a enregistré entre 2005 et 2009 un total de 217 plaintes venant des propriétaires de chantiers et portant sur le manque de finition des travaux, le retard de livraison, la mauvaise qualité du travail fourni, le détournement de matériel et la mauvaise estimation des coûts. Il est donc évident que pour l'année 2021, nous aurons la résistance de la part de certains employeurs. Donc il est urgent pour le gouvernement du Togo de pouvoir mettre en place une campagne de sensibilisation et de formation de tous les acteurs qui interviennent dans le monde professionnel pour que ces innovations puissent être intégrées par ce secteur. Dans une deuxième étape, il va falloir mettre en place des comités dissuasifs de répression et de sanctions à travers les inspections du travail, les directions régionales du travail, les comités d'entreprise, dans le cas de respect de ces dispositions en tant que telles. Soulignons que ce document relatif au nouveau Code du travail togolais compte 378 articles et vient en remplacement d'un texte en vigueur depuis près de 15 ans. D'après les autorités nationales, ce nouveau code répond aux ambitions du gouvernement de se doter d'un droit du travail plus business-friendly, tel qu'annoncé il y a quelques mois dans le pays. Le taux de bancarisation en République démocratique du Congo n'est que de 15 à 17% de comptes actifs. Le système bancaire fait face à une méfiance de la population, ce qui favorise la thésaurisation. Rétablir la confiance entre la population et les institutions financières, mais aussi inciter l'État à mettre en place des réformes, c'est le but de Bankers Club, une association de professionnels du secteur des banques et des assurances. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, selon le rapport fin 2019 de la Banque centrale du Congo, sur 33%, les comptes bancaires actifs tournent autour de 15 à 17%. Un faible taux qui se justifie entre autres par la méfiance de la population envers les systèmes bancaires. La faillite, il y a quelques années, de la BIAC, une banque non moins importante du pays, a renforcé ces sentiments qui favorisent par ailleurs la thésaurisation. Ça veut dire que nous devons être en mesure de réduire le fossé qu'il y a entre le secteur bancaire, le secteur financier et le public. Parce qu'en fait, le public a besoin de consommer les produits financiers, mais il y a un certain nombre de points à régler, notamment la confiance dans le secteur qui doit être réglée. Et le Bankers Club a vocation justement à apporter cette vulgarisation, cette sensibilisation au public pour les amener à croire à ce secteur et puis à y adhérer. La RDC compte 17 banques en activité. Hormis la méfiance de la population envers le système bancaire, le taux de couverture des banques reste très faible. Les banques sont plus concentrées dans les grandes villes. Moi, je pense qu'il est important que notre gouvernement et notre banque centrale aient une stratégie spécifique de développement du secteur financier pour permettre aux banques existantes de s'étendre à travers le pays
mais surtout pour favoriser la naissance et la croissance des nouvelles banques. Je voudrais mentionner quelques secteurs dans le secteur financier qui ne sont pas couverts par les banques actuellement. Je vois par exemple le domaine de l'habitat. Lorsqu'un Congolais veut acheter une maison, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Créée en 2019, des banques Scleb qui réunit les professionnels de la banque, d'assurance, des finances et paiements mobiles se veut une structure de réflexion et de propositions pour une gestion saine du système bancaire. Le but étant de ramener la confiance entre la banque et les clients, mais aussi d'encourager l'État à s'engager dans les réformes pour un système bancaire plus fiable. De nouvelles centrales solaires vont être construites en Algérie. Seulement en 2021, 1000 centrales devraient être installées. Ce développement de l'énergie solaire entre dans le cadre de la volonté de diversification du mix énergétique voulu par les autorités. Lorita Simbo. L'Algérie s'apprête à construire des centrales solaires d'une capacité combinée de 1000 MW en 2021. Selon le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, cela permettra au pays d'atteindre son objectif à moyen terme d'avoir une capacité solaire installée de 15 000 gigawatts en 2035. L'Algérie, avec une production journalière de 2 millions de barils de pétrole, fait quand même partie du top 2 des grands producteurs de pétrole ici en Afrique, ce qui lui donne la possibilité d'être également parmi les grands producteurs d'énergie électrique à base thermique. Donc, on peut prélever soit du gaz, soit du gazoil pour pouvoir mettre sur pied un parc de production d'énergie thermique. Donc, si l'Algérie, à côté de l'énergie thermique, envisage de développer des parcs de production d'énergie électrique à partir des plaques photovoltaïques, donc à partir du solaire, je suis convaincu que par là, l'Algérie a satisfait de loin les besoins de ses populations, mais au-delà, les besoins également des grands consommateurs d'énergie que sont les industriels. Selon les autorités algériennes, les 1000 MW de centrales solaires qui seront installées en 2021 vont permettre à l'Algérie d'économiser 1,5 milliard de mètres cubes de gaz. C'est d'ailleurs l'économie réalisée sur cette consommation de gaz qui permettra au pays de financer d'autres centrales solaires. Si l'Algérie réussit à se doter d'un parc de production d'énergie électrique à partir du solaire et qui lui donne une capacité installée de près de 15 000 gigawatts, je crois que c'est la voie assurée vers le développement, vers l'envolée de son industrie, parce qu'en fait, quand vous avez l'énergie électrique, vous avez la possibilité d'améliorer les conditions de vie de vos populations. Les gens ne dorment plus dans l'obscurité, les gens ne dorment plus dans la chaleur, les boulangeries vont fonctionner, les usines à feu continu vont fonctionner. Notons qu'en termes de transition énergétique, l'Algérie ambitionne également de rationaliser la consommation en énergie des mosquées grâce aux travaux dédiés à ces centrales solaires. Aussi, le pays va inclure dorénavant la mobilité électrique dans ses habitudes. Le mercure banni des mines du Zimbabwe. Le pays a ratifié la convention de Minamata qui interdit l'utilisation de ce métal toxique dans les exploitations minières. Le pays a également mis en place des mesures réglementaires contre le rejet du mercure des équipements industriels qui contaminent les eaux souterraines. Nathalie Mo. Le Zimbabwe a interdit l'utilisation du mercure dans les mines. Dans la logique d'apporter plus de sécurité dans le secteur minier, le pays a ratifié la convention de Minamata. L'objectif de la présente convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et d'autres procédés toxiques issus de l'exploitation minière. Le mercure est un poison violent et lorsqu'il se retrouve dans les cours d'eau, sans qu'on ne s'en rende compte, il tue des gens. Il y a donc là une décision non seulement économique et commerciale, mais il y a une décision de moralité. Le mercure est facilement accessible aux mineurs au Zimbabwe. Pour remédier à cette situation, les autorités zimbabwéennes ont mis en place des mesures réglementaires pour arrêter son rejet par les équipements industriels tels que les chaudières, les incinérateurs et les centrales électriques. Une décision qui risque d'avoir un impact sur la productivité des petits orpailleurs. La petite mine d'exploitation aurifère devrait être de plus en plus équipée et il y a des technologies pour ça. Et la seule façon de le faire, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les coopératives. En ce moment-là, ce sera des coopératives qui pourront bénéficier d'ailleurs des avancées technologiques d'aujourd'hui, mais également des supports financiers du gouvernement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le mercure est l'un des 10 principaux produits chimiques préoccupants pour la santé publique.
Avec l'interdiction de son utilisation, le Zimbabwe copie les modèles ghanéens et mozambicains de production minière sans mercure. Partenariat entre la Banque nationale pour le développement économique et la société Dakar Demdik, un partenariat pour l'amélioration des services de transport au Sénégal. La banque s'est dite disposée à accompagner les projets soumis par la DDD. Marie-Raphaël Tolo. Vers une amélioration des services de la Société nationale de transport public sénégalaise. Le 24 décembre 2020, une délégation de la société Dakar Demdik a été reçue par la Banque nationale pour le développement économique afin d'établir un accord pour renforcer les services de la Société nationale de transport. À cet effet, des projets destinés à apporter des solutions pour les services de transport ont été présentés. Ils sont notamment centrés sur l'amélioration de la circulation dans le pays. Ils proposent par ailleurs des stratégies à mettre au point pour permettre aux autorités de régulation routière de mieux décongestionner le trafic tout en réduisant encore plus les risques d'accidents routiers dans le pays. Le secteur des transports publics de masse au Sénégal doit faire face aux mêmes contraintes qu'on retrouve un peu partout en Afrique. La principale contrainte, c'est que les engins devant servir à assurer cette activité, c'est-à-dire transporter, tous ces engins-là, justement, ne sont pas fabriqués au Sénégal. Il est évident donc que, n'ayant donc pas ça sur place, on est obligé de les importer. Les engins qui arrivent sur le terrain pour pouvoir assurer cette activité étant déjà assez vieux, il devient très difficile d'assurer cette activité dans les conditions normales d'exploitation sans avoir appel à ce que je peux appeler une subvention publique. Selon les dernières statistiques en date au Sénégal, sur le réseau national classé bitumé, 62,94% des routes sont en bon et moyen état contre 21,20% en mauvais état et 16,58% en très mauvais état. Une situation qui entraîne d'importantes perturbations de la mobilité dans les transports urbains. Parallèlement, le nombre de véhicules ne cesse de croître pour un réseau routier insuffisant. Le secteur, je conclus là-dessus, le secteur du transport public de masse au Sénégal, par bus, autobus ou véhicule de tourisme, c'est un secteur déficitaire comme partout ailleurs en France, aux États-Unis, en Angleterre. C'est la raison pour laquelle c'est l'État qui se met en première ligne. Néanmoins, le secteur de transport sénégalais représente environ 7% du PIB du pays et est dominé par le secteur routier qui occupe une place prépondérante dans les transports intérieurs avec environ 99% des déplacements intérieurs des personnes et probablement plus de 95% pour les marchandises selon le rapport de la Banque mondiale sur les secteurs du transport au Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.